Imaginez l'odeur âcre du kérosène en feu qui se mélange à la poussière millénaire du désert sud-iranien. Sentez la chaleur étouffante de la nuit, déchirée par le hurlement des sirènes et le fracas assourdissant du métal tordu qui s'écrase contre la roche. Un monstre d'acier, un fleuron de l'aviation américaine, réduit à l'état de carcasse fumante. Ce n'est pas le scénario d'un film dystopique ou le fruit d'une imagination paranoïaque. C'est la réalité terrifiante qui est en train de se dérouler en ce moment même. La guerre en Iran vient de franchir un point de non-retour d'une brutalité inouïe. Des avions de chasse abattus, des hélicoptères précipités du ciel dans des spirales de feu, des pilotes américains capturés et jetés dans les geôles ennemies, et surtout, les tout premiers combats au sol d'une intensité folle. L'escalade est totale, viscérale, et les informations qui nous parviennent s'enchaînent à un rythme si frénétique que l'on a l'impression de regarder le monde basculer dans le vide en temps réel. Honnêtement, même moi, qui passe mes journées à scruter les rouages obscurs de la géopolitique, j'ai du mal à croire à la vitesse à laquelle tout est en train de s'effondrer. Mais avant même de plonger dans le sable ensanglanté du Moyen-Orient, je dois vous ramener ici, sur notre propre continent, car une trahison silencieuse d'une ampleur monumentale vient de se produire dans notre dos. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que la guerre est loin, qu'elle ne vous touche pas, que vous êtes en sécurité chez vous. Mais laissez-moi vous montrer comment le piège vient de se refermer sur nous. Pendant que tous les regards étaient hypnotisés par le chaos des bombes à l'étranger, une modification absolument glaçante de la loi sur le service militaire a été votée en Allemagne. C'est passé dans un silence de cathédrale. Aucune alerte à la télévision, aucun grand débat national. Juste une ligne modifiée dans des textes obscurs que personne ne lit jamais. La Berliner Zeitung l'a rapporté avec une froideur qui donne des frissons. Écoutez bien ceci. Depuis le 1er janvier, une nouvelle règle impose à tous les hommes âgés de 17 à 45 ans de demander une autorisation officielle au centre de carrière de la Bundeswehr s'ils souhaitent quitter l'Allemagne pour une durée supérieure à 3 mois. Vous avez bien entendu. Que ce soit pour un semestre d'études à l'étranger, pour une opportunité professionnelle en or, ou même pour un long voyage de découverte personnelle, vous n'êtes plus libre de partir. Vous appartenez à l'État. Et le pire, c'est que cette restriction d'une violence inouïe s'applique désormais de manière permanente, en temps de paix. Auparavant, ce genre de chaîne n'était passé autour du cou des citoyens qu'en cas de tension extrême ou de guerre déclarée, face à une menace militaire concrète. Aujourd'hui, cette entrave fondamentale à notre liberté de circulation a été glissée sournoisement sous couvert de ce qu'ils appellent la modernisation de la défense. C'est une assignation à résidence à l'échelle d'une nation tout entière. Je suis resté figé en lisant cela. C'est une atteinte massive à tout ce que nous pensions intouchable. Pourquoi ferait-il cela maintenant ? Officiellement, on vous servira le discours prémâché sur la menace russe, ce monstre de l'Est prêt à dévorer l'Europe demain matin, exigeant que nous soyons tous prêts à mourir dans les tranchées. Mais nous savons tous que ce n'est qu'un rideau de fumée. La vérité, la vraie raison que personne n'ose avouer dans les couloirs du pouvoir, c'est la panique face à l'effondrement intérieur. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, est en train de sombrer. Nous vivons notre 3e année de récession consécutive. Le système craque de toutes parts sous le poids d'une migration de masse incontrôlée, de la menace d'un conflit continental et d'une exploitation fiscale d'une violence inouïe. Réfléchissez un instant à notre réalité. Nous payons déjà les impôts les plus lourds de la planète. Notre gouvernement vient d'engloutir 1,5 billion d'euros de dettes spéciales et pourtant, les caisses sont vides. On murmure même une augmentation imminente de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une asphyxie lente et méthodique. Conséquence logique de ce désastre absolu, les gens fuient. Une véritable hémorragie de talent. Les jeunes les mieux formés, les esprits les plus brillants, ceux qui créent de la richesse, font leurs valises pour ne jamais revenir, laissant derrière eux un pays inondé de nouveaux bénéficiaires de l'aide sociale. C'est une équation mathématique mortelle pour n'importe quel gouvernement. Alors, pour stopper cette fuite des cerveaux, il ferme les portes, il verrouille les sorties. Cette obligation de signalement n'est que l'antichambre de la prison. C'est la première étape. Bientôt, la simple déclaration se transformera en interdiction pure et simple de sortie du territoire. Nous sommes doucement, méthodiquement, préparés à l'enfermement. Et le cynisme absolu de cette manœuvre, c'est son timing parfait avec l'embrasement en Iran. Si l'offensive terrestre américaine déclenche une guerre mondiale et que nous sommes happés par ce maelstrom, le gouvernement a déjà la main sur notre nuque.
Mais posez-vous cette question fondamentale. Qu'advient-il de l'âme d'une société lorsque ses propres dirigeants la transforment en une cage dorée, justifiant l'enfermement par une peur qu'ils ont eux-mêmes orchestrée? Il est essentiel de s'arrêter un instant pour observer la mécanique fascinante et terrifiante du pouvoir. Le pouvoir, dans sa forme la plus pure, ne se maintient jamais par la force brute de manière permanente. Il se maintient par la gestion habile de la perception et par l'art de l'usure psychologique. Lorsqu'un État sent que son fondement tremble, qu'il perd le contrôle sur ses finances, sur sa population et sur son avenir, sa réaction instinctive n'est jamais la transparence. C'est la contrainte invisible. C'est la stratégie de la grenouille ébouillantée. On vous enlève un droit mineur, puis un autre, sous des prétextes de sécurité ou de devoir civique, jusqu'à ce que vous oubliez à quoi ressemblait la liberté. L'histoire nous enseigne que les chaînes les plus solides ne sont pas forgées en fer, mais en lois votées à l'aube, pendant que le peuple regarde ailleurs. La véritable manipulation réside dans le fait de vous faire croire que cette privation de liberté est pour votre propre bien. Mais la vérité intime que nous devons tous intégrer, c'est que la liberté ne se négocie pas. Dès l'instant où vous devez demander la permission pour disposer de votre propre existence, vous n'êtes plus un citoyen, vous devenez une ressource, un simple chiffre sur un tableau de mobilisation. C'est précisément cette logique de ressources sacrifiables qui nous ramène dans la fureur de la nuit iranienne. Car là-bas, les masques tombent. Plus tôt dans la journée, des bruits couraient sur le fait que l'Iran avait réussi l'impensable, abattre un F-15 américain. Comme prévu, le grand théâtre de l'illusion s'est mis en marche. Le gouvernement des États-Unis a tout nié en bloc avec cette arrogance glaciale qu'on leur connaît. Mais la vérité est comme l'eau, elle finit toujours par s'infiltrer par les fissures. Et les fissures, aujourd'hui, ce sont des images. Des photos poignantes, crues, de débris calcinés, éparpillés dans la désolation du sud de l'Iran. L'ambiance dans la région était déjà électrique. Tôt jeudi matin, l'atmosphère s'est alourdie du grondement caractéristique des moteurs de 2 avions de sauvetage américains extrêmement spécifiques. Imaginez un HC-130 Combat King, un colosse conçu pour la recherche et le sauvetage en zone de combat, rasant littéralement le sol, volant à une altitude suicidaire pour échapper aux radars iraniens. À ses côtés, un hélicoptère MH-60 Pave Hawk tournait comme un rapace nerveux au-dessus de la province de Kogiluye et Boye Ahmad. Ces appareils ne sortent pas pour faire du tourisme. Ils sont l'ultime recours, envoyés directement dans la gueule du loup pour arracher à la mort ou à la capture des pilotes tombés derrière les lignes ennemies. Les médias d'État iraniens n'ont pas tardé à diffuser les preuves. Sur les écrans du monde entier sont apparues les images d'un empennage arrière détruit et d'autres fragments métalliques déchirés appartenant sans l'ombre d'un doute à un F-15 Strike Eagle. Sur ces tôles froissées, on pouvait lire clairement, comme une condamnation, les marquages du 494e escadron de chasse de l'armée de l'air américaine. Ce n'est pas une coïncidence. Cette unité, habituellement stationnée dans la tranquillité relative de Lakenheath en Grande-Bretagne, avait été déployée en urgence au Moyen-Orient il y a quelques mois. Les pièces du puzzle s'emboîtent avec une précision fatale. Hier déjà, des drones de récupération invisibles sillonnaient le ciel noir à la recherche de leurs hommes. Aujourd'hui, les avions de sauvetage ont été filmés par des téléphones portables tremblants depuis le sol. Et puis, la preuve irréfutable, les photos des débris. Pour moi, le doute n'est plus permis. Cet avion a été foudroyé en plein vol, et le gouvernement américain joue sa partition habituelle de dissimulation acharnée. Lisez ce que dit la presse occidentale pour essayer de sauver la face de l'Empire. Un grand journal affirme sans trembler qu'il n'y a aucune preuve de cet abattage, pour la simple et bonne raison que le commandement central américain, le CENTCOM, a posté un message laconique sur les réseaux sociaux déclarant que tous les avions de combat américains étaient présents à l'appel. Je vous jure que j'ai failli hurler de rire, un rire nerveux, chargé de désespoir. Le journalisme moderne dans toute sa splendeur pathétique. Il n'y a pas d'avion abattu parce que le Pentagone dit qu'il n'y en a pas. Fin de l'enquête. Sincèrement, combien de fois devront-ils nous mentir avant que nous cessions de boire leurs paroles? Les autorités mentent avec une aisance terrifiante, que ce soit sur les pertes matérielles ou sur le sang versé par leurs propres soldats. Tout cela pour maintenir l'illusion d'une domination parfaite auprès de leur opinion publique. Mais la réalité du terrain est têtue, et elle vient d'infliger un camouflet magistral à cette machine de propagande. Un habitant du sud de l'Iran, marchant dans la poussière, a découvert un siège éjectable. Pas n'importe lequel.
un siège ACES-2 Advanced Concept Ejection Seat, la signature incontestable d'un F-15 américain. Un objet massif, lourd de sens, planté dans le sable comme une pierre tombale ou comme le point de départ d'une tragédie humaine. Car si le siège est là, où sont le pilote et son officier système d'armes? Le silence autour de leur sort était pesant, chargé d'une angoisse viscérale. Jusqu'à ce que des rapports commencent à filtrer dans l'obscurité. L'un des hommes, ou peut-être les deux, aurait été capturé par les gardiens de la révolution iranienne. Mais comment un empire peut-il réagir lorsqu'il réalise que sa supercherie s'effondre sous le poids d'un simple siège éjectable trouvé dans le sable du désert? C'est ici qu'il faut plonger dans la psychologie de la vérité et de la confiance institutionnelle. Nous vivons dans un monde où l'information est devenue la première arme de destruction massive. Ce que nous observons avec ces dénégations grotesques de l'armée, c'est le complexe de Dieu des grandes institutions. Elles sont tellement habituées à forger la réalité qu'elles en viennent à croire que leur seule parole peut tordre les faits matériels. C'est une arrogance profonde, une déconnexion totale de la réalité tangible. Mais cette obstination dans le mensonge révèle surtout une immense vulnérabilité. Pourquoi mentir avec autant d'acharnement? Parce que la véritable force d'un empire ne repose pas sur ses missiles, elle repose sur l'aura d'invincibilité qu'il projette. Une fois que cette aura est brisée, une fois que l'on voit le géant saigner, la peur s'évapore et l'ennemi s'enhardit. Pour nous, observateurs de ce grand théâtre, la leçon est cruelle mais nécessaire. Nous ne pouvons plus accorder une confiance aveugle aux récits officiels. La responsabilité civique aujourd'hui, c'est d'être le sceptique absolu, de chercher le siège éjectable dans le sable quand on nous dit que le ciel est vide. C'est de comprendre que la vérité n'est jamais offerte, elle s'arrache à ceux qui ont tout intérêt à la cacher. Et cette vérité cachée vient d'éclater dans un bain de sang. Car la découverte de ce siège éjectable n'était que le prélude au véritable cauchemar. Les médias d'État iraniens, via l'agence TASS, ont claironné leur victoire. Les forces iraniennes tiennent les pilotes américains, les premiers prisonniers de guerre de ce conflit. L'onde de choc de cette annonce a fait trembler les murs de la Maison-Blanche. C'est le désastre absolu pour l'administration américaine. Des soldats prisonniers, exposés devant les caméras du monde entier, c'est l'arme de chantage ultime. Sur le plan de la propagande, c'est la pire humiliation concevable. Mais la situation est encore plus sombre, plus violente que la simple capture de 2 hommes tombés du ciel, car le sang a coulé au sol. Dans l'urgence absolue, dans la panique de voir leur pilote tomber aux mains de l'ennemi, les Américains ont lancé une opération de la dernière chance. Selon les rapports qui affluent d'Iran, la province du Khouzistan a été le théâtre des tout premiers affrontements directs entre les troupes au sol. Fermez les yeux et visualisez la scène. La nuit noire, le sable soulevé par les pales des hélicoptères. Des forces spéciales américaines, larguées dans un environnement hostile, courant à travers la rocaille pour tenter de devancer les gardiens de la Révolution. Mais les Iraniens étaient déjà là. Les rapports indiquent que les hélicoptères américains ont ouvert le feu depuis les airs sur des convois militaires iraniens qui fonçaient vers la zone de crash présumée. Les balles traçantes ont déchiré l'obscurité. C'était une course contre la montre brutale et mortelle pour atteindre ces hommes. Et l'Amérique a perdu cette course. Le déploiement de troupes au sol pour cette mission de sauvetage a déclenché des combats acharnés, des échanges de tirs intenses. Et la victoire revendiquée par l'Iran concernant la capture des pilotes signifie une chose terrifiante. Les forces spéciales américaines ont échoué. Elles ont été repoussées ou, pire, vaincues sur le terrain. Dans cette confusion totale, au milieu de la poussière et du sang, la question de savoir combien de soldats américains supplémentaires ont pu perdre la vie ou être pris en otage hante chaque esprit. La spirale de l'enfer ne s'est pas arrêtée là. Les nouvelles sont tombées comme des coups de poignard. Un hélicoptère de sauvetage UH-60 Black Hawk, ce monstre emblématique de l'armée américaine, se serait écrasé lors de cette tentative de récupération désespérée. Imaginez l'angoisse dans le cockpit, les alarmes hurlant alors que l'appareil plonge vers le sol ennemi. Pendant ce temps, un avion ravitailleur KC-130, un mastodonte volant, a dû cracher des dizaines de fusées éclairantes pour échapper de justesse aux missiles anti-aériens iraniens qui fendaient le ciel pour le pulvériser. C'est l'apocalypse en plein vol. L'opération de sauvetage s'est transformée en une déroute totale. Un avion perdu, un hélicoptère abattu, des troupes spéciales engagées dans des combats au sol sanglants et des pilotes transformés en trophées de guerre. C'est une humiliation stratégique colossale.
Mais jusqu'où un leader acculé par ses propres échecs est-il prêt à aller pour masquer la débâcle de sa propre stratégie ? C'est dans ces moments de crise absolue que se révèle la psychologie vertigineuse du commandement et du désespoir. Quand un chef d'État prend des décisions dans l'isolement du pouvoir, il joue aux échecs avec des vies humaines. Mais la guerre n'est pas un échiquier, c'est un organisme vivant, chaotique, qui réagit avec une brutalité imprévisible. La tentative de sauvetage en est l'exemple parfait. C'est ce qu'on appelle la spirale de l'engagement. Pour rattraper une erreur, on engage plus de ressources, on prend plus de risques, et l'on finit par aggraver la situation de façon exponentielle. C'est la fierté qui mène ces hommes à l'abattoir. C'est l'incapacité psychologique d'un dirigeant à admettre la défaite, à accepter que la puissance de feu ne règle pas tout. L'hubris, cet orgueil démesuré des puissants, est la force la plus destructrice de l'histoire humaine. Face à l'échec, au lieu de faire preuve de sagesse et de recul, l'instinct de l'ego blessé est de frapper plus fort, quitte à tout détruire. C'est la fragilité fondamentale de la domination. Plus on est grand, plus la chute fait mal, et plus la panique aveugle le jugement. Et cette panique se lit désormais sur chaque décision prise à Washington. Pour Donald Trump, la situation s'aggrave de minute en minute. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un coup de marteau sur son administration. Perdre un avion, perdre un hélicoptère, dans l'absolu, ce n'est pas ce qui fait basculer une guerre. Mais voir ses pilotes exhibés en prisonniers, voir son commando d'élite échouer, c'est le pire cauchemar politique qui puisse exister. C'est le carburant idéal pour ses adversaires. Les démocrates aux États-Unis vont se déchaîner. Ils vont utiliser ces images, ce sang versé, pour démolir complètement cette aventure militaire qu'ils jugent déjà catastrophique. Ils vont mobiliser l'opinion publique contre cette guerre qui tourne au fiasco avant même que la grande offensive terrestre n'ait véritablement commencé. L'étau se resserre d'une manière insoutenable, d'autant plus que l'ambiance au Pentagone est à la mutinerie. Pas plus tard qu'hier, Trump a dû faire le ménage par le vide. Il a renvoyé des dizaines de généraux, dont le plus haut gradé de toute l'armée américaine. Pourquoi ? Parce que ces hommes, des stratèges endurcis par des décennies de conflits, ont regardé les plans de Trump et ont refusé d'obéir. Ils ont refusé d'exécuter des ordres de guerre qu'ils savaient pertinemment suicidaires. Ils voyaient le mur approcher, ils ont tiré la sonnette d'alarme, et ils ont été purgés pour cela. Aujourd'hui, avec des soldats américains prisonniers dans des geôles iraniennes, l'histoire leur donne tragiquement raison. La situation montre à quel point cette guerre a été précipitée contre un mur de béton, conduite par une arrogance sourde aux réalités du terrain. Et maintenant, le monde entier retient son souffle. Nous sommes face à une bifurcation historique. Donald Trump, dont la fierté vient d'être piétinée dans la poussière du Khouzistan, va-t-il entrer dans une rage aveugle ? Va-t-il utiliser la capture de ces hommes comme prétexte ultime pour déclencher l'enfer sur Terre, pour lancer cette offensive terrestre massive et transformer l'Iran en un champ de ruines fumantes, au risque d'embraser la planète entière ? Ou bien, face à l'horreur froide de la réalité, va-t-il soudain réaliser que cette guerre est une mission suicide intenable, un bourbier sanglant dont l'Amérique ne sortira pas indemne, et finalement tout annuler ? Est-il encore possible pour un homme ivre de pouvoir de retrouver la raison lorsque son prestige est en lambeaux ? Ce questionnement vertigineux sur les réactions d'un homme acculé nous ramène à une vérité universelle et intemporelle sur la nature humaine et les cycles de notre civilisation. Ce que nous observons aujourd'hui, que ce soit dans les lois silencieuses et oppressives passées à Berlin pour enfermer une jeunesse sans espoir, ou dans le sable ensanglanté de l'Iran où s'écrasent les ambitions d'un empire, c'est l'éternelle illusion du contrôle. Les puissants de ce monde croient qu'ils peuvent dompter le chaos par des décrets, par des mensonges médiatiques ou par la force brute d'un hélicoptère d'attaque. Mais le chaos finit toujours par reprendre ses droits. Le contrôle absolu est une chimère. Les lois censées nous retenir montrent en réalité la terreur de ceux qui nous gouvernent face à leur propre effondrement. Les armes sophistiquées tombent du ciel, rappelant que même la technologie la plus avancée ne peut plier la volonté humaine et les caprices du destin. Nous vivons une époque charnière, une de ces périodes où les fondations du monde tremblent, où les masques de la démocratie et de l'invincibilité tombent pour révéler des visages crispés par la peur de perdre le pouvoir. La grande leçon de ces événements tragiques, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre d'être de simples spectateurs endormis. Nous devons observer, analyser, questionner chaque récit qui nous est servi, et comprendre que notre véritable force réside dans notre lucidité.
L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, avec de l'encre et du sang, et les décisions prises dans l'ombre des cabinets ministériels ou dans la chaleur du désert résonneront dans nos vies pour les décennies à venir. Restez vigilants, gardez les yeux grands ouverts face à l'illusion, car dans la tempête qui s'annonce, seule la vérité implacable et l'esprit critique seront nos véritables boucliers.